Bien, bonsoir à tous et bienvenue à notre deuxième conférence du cycle 2019-2020 de l'Observatoire de la modernité consacrée à la question du peuple. Ce soir, la question a pu surprendre certains. D'autres, au contraire, ont trouvé qu'il y avait une évidence à traiter ce sujet sous cette forme-là. Il s'agit du lien entre le peuple et la question écologique. Et nous avons choisi, pour traiter de la question écologique, de reprendre un titre de Bruno Latour en évoquant une terre qui se dérobe sous nos pas. Alors, pour rapidement préciser un peu l'exégèse, disons liminaire de cette séance, il convient, je crois, de rappeler que dans les définitions les plus évidentes du peuple, eh bien, celui-ci est attaché à un territoire, c'est-à-dire une portion d'espace délimitée, habitée et appropriée. Et précisément, si on assiste aujourd'hui, d'un côté en particulier de l'échiquier politique, encore que les choses soient plus mouvantes qu'elles en aient l'air, au renouveau d'une certaine idée d'enracinement et d'identité, certains allant jusqu'à redouter justement des crispations identitaires, eh bien, il y a une tension avec deux autres idées fortes de notre époque. La première est un universalisme de bonne aloi, largement partagé, conscience d'une unité du monde qui peut aller jusqu'à une forme de mondialisme, c'est-à-dire d'exaltation d'une mondialisation qui s'impose à nous, mais dont on voit avant tout les chances inouïes qu'elle représente, sorte de résolution de Babel. Et plus récemment, mais peut-être non moins déterminante, l'écologie, qui est elle aussi bien sûr liée à cette idée d'universel et qui pose fortement la question de la tension entre une planète aux problématiques évidemment globales, notamment en ce qui concerne la question climatique, mais tous les autres aspects aussi de la question environnementale, et le particulier. Notre maison brûle, avait dit notre regretté président Chirac, la terre se déroberait sous nos pas, pour reprendre l'expression de Bruno Latour, et donc nous avons une problématique très fondamentale. Le peuple renvoie-t-il à un réflexe particulariste mortifère, avec le risque souvent brandi, même si derrière il faudrait parler longuement de ce que ça signifie, et nous essaierons de le faire plus tard, de populisme, ou alors au contraire, selon l'adage anglo-saxon « small is beautiful », le peuple, avec sa dimension particulière, est-il justement la réponse par excellence à la crise écologique, renvoyant à une humilité politique dont l'étymologie nous fait bien sûr penser à l'humus, et dont on voit évidemment la coloration proprement écologique. Pour traiter cet exigeant sujet, brillamment, a priori, et je pense a posteriori aussi, nous avons la grande joie de recevoir Elisabeth Geffroy, jeune agrégée de philosophie, ancienne étudiante à l'École normale supérieure et qui a publié l'année dernière la toute première biographie en langue française consacrée à Dorothy Day, que je vous laisserai découvrir par vous-même. Elle traite de cette question ce soir, la question que nous avons présentée, avec bien sûr la richesse de sa pensée propre, mais aussi le soutien de la pensée du philosophe, sociologue et anthropologue Bruno Latour, dont les travaux sont aujourd'hui très largement célébrés, à défaut d'être connus suffisamment souvent. Mais je pense que nous n'avons pas fini de parler de lui. Merci Elisabeth, nous t'écoutons avec plaisir. Merci Louis. Donc, quel peuple sur une terre qui se dérobe sous nos pas, c'est le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. C'est un sujet qui fait le lien entre la politique et l'écologie. C'est un lien qui ne surprend pas philosophiquement, puisque Aristote nous a appris qu'une cité, un corps politique est structuré autour de la notion de bien commun. Et ce bien commun, Aristote lui donne deux pôles. D'une part, le pôle des conditions de possibilité de la survie de la cité. Donc dans le bien commun, il y a le fait qu'on puisse tous survivre. Et d'autre part, le pôle non plus simplement du vivre, mais du bien vivre, donc qui est la bonne vie de la multitude, la justice et l'amitié civique, l'autarcie de la cité. Et on est à une époque où on a pu penser qu'on avait relégué dans un
hors du champ politique la question de la pure survie et de la subsistance pour s'intéresser simplement au pôle du bien vivre. Et il semble que l'écologie, et notamment les mutations et appelons-la peut-être catastrophe écologique actuelle, fait re-rentrer par effraction la question de la subsistance et des conditions de survie dans le champ politique. Alors, avant d'aller plus loin, je fais simplement un préalable, c'est-à-dire que le propos que je vais développer là se fait sur une hypothèse de travail, qui est une hypothèse de travail qui est fondée scientifiquement et qui est celle de la réalité de la mutation écologique qui se déroule en ce moment même. Donc nous affirmons, nous partons du principe, que oui, il y a un bouleversement climatique d'origine humaine, il a lieu dans des proportions qui sont totalement inédites, et donc un enjeu se pose à nous, qui est certes la question du réchauffement climatique, mais de façon plus concrète encore, celle de la préservation de la biodiversité et donc, pour nous, des conditions de vie d'un monde habitable. Cela revient également à dire que nous vivons dans cette époque qui est celle de l'Anthropocène, qui est un concept que développe beaucoup, notamment Bruno Latour. Et cet Anthropocène, cela revient à dire que nous vivons dans une époque où l'action globale de l'humanité a atteint un niveau géologique. Bruno Latour développe d'ailleurs, essaye de réhabiliter la figure de la déesse Gaïa, qui était la déesse de la Terre, et il utilise ce terme-là pour désigner la Terre, puisque Gaïa était une déesse au mauvais caractère, très remuante, qui rend coup pour coup, et qui a sa propre puissance d'agir. Donc il essaye de reprendre ce terme pour désigner la Terre, pour nous rappeler que la Terre interagit avec nous et qu'elle n'est pas simplement cette puissance inerte sous nos pieds. Alors face à cet état des choses, quelles sont les réactions humaines ? D'une part, si on prend le commun des mortels, le fameux peuple notamment, on a affaire à deux attitudes possibles, soit une forme d'indifférence plus ou moins bien dissimulée, qui s'accompagne donc d'une inaction, soit d'une inquiétude souvent sincère, mais qui débouche également sur une forme d'inaction, puisque le problème auquel on se confronte paraît trop écrasant et donc paralyse nos capacités d'action. On se tourne alors plutôt vers nos dirigeants économiques et politiques en se demandant comment eux réagissent à cette situation nouvelle. Et Bruno Latour, toujours lui, établit pour rendre compte des réactions de nos élites une comparaison avec le Titanic. Je le cite, « Les classes dirigeantes comprennent que le naufrage est assuré. Ils s'approprient les canaux de sauvetage, demandent à l'orchestre de jouer assez longtemps des berceuses afin qu'elles profitent de la nuit noire pour se carapater avant que la gîte excessive alerte les autres classes. » Alors ça peut paraître un peu catastrophique, un peu cynique peut-être injustement cynique, mais quand on pense que Elon Musk est en train de songer à son avenir futur peut-être en Nouvelle-Zélande et qu'il s'achète une grande maison là-bas, puisque c'est censé être le coin de la Terre qui sera le moins concerné par le réchauffement climatique et les mutations écologiques, ça laisse songeur. Et on peut aussi penser aux fameux banquiers de la City qui investissent dans des maisons en Suède ou en Norvège. Donc ceci étant dit, ces liminaires étant posés, je précise un peu plus mon sujet, notamment cette fameuse notion de peuple. On peut constater qu'aujourd'hui, autant dans la réflexion que dans la pratique politique, le peuple est devenu un ovni, c'est-à-dire littéralement un objet non identifié. Et plus encore, le peuple apparaît presque plus comme un problème que comme une solution dans l'espace politique. C'est-à-dire qu'en disant ça, je fais allusion à la condescendance qui entoure les mouvements traités de populistes pour mieux les disqualifier et ne pas avoir à les traiter d'égal à égal, ou encore à l'impression que donnent certains de nos dirigeants, qui est qu'en fait, ils se porteraient mieux s'ils pouvaient tout simplement éliminer le paramètre peuple, dans le sens court-circuiter cet échelon-là et ne pas trop s'embarrasser d'une composante politique un peu trop rétive. Donc un des enjeux politiques est alors de redonner au peuple un vrai rôle politique, démocratique, et d'en faire un élément de résolution des problèmes et non pas le problème en lui-même. Donc ça va être un des partis pris de notre propos. Dans un premier temps, je vais commencer par mener une petite investigation sur le peuple, quelle réalité il recoupe, quelle est sa situation aujourd'hui. Et dans un second temps, je me concentrerai sur la notion d'action, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir redonner au peuple ses capacités d'action avec le pari qui est que c'est en agissant qu'on va pouvoir reconstituer un peuple vraiment unifié.
Alors, je préviens tout de suite, la première partie ne sera pas excessivement joyeuse parce que on affronte une réalité qui est assez complexe et bon, qui n'incite pas qu'à l'optimisme et que, comme disait Peggy, il faut accepter de voir ce que l'on voit. Mais la deuxième partie sera plus porteuse d'espoir et porteuse de perspectives peut-être un peu plus réjouissantes. Voilà. Comme ça, tout le monde est prévenu. Donc, dans un premier temps, la question du peuple, essayer de comprendre un peu mieux cette réalité aux contours assez flous et assez difficiles à saisir. On pourrait commencer par une compréhension assez mauvais esprit de la question qui nous est posée, quel peuple sur une terre qui se dérobe sous nos pas, et auquel cas cette compréhension consisterait à poser cette question de la même façon qu'on demanderait à quelqu'un quelle peinture voulez-vous pour repeindre votre salon, c'est-à-dire comme si en fait les dirigeants pouvaient choisir le peuple et éventuellement le remplacer selon leur convenance. Ce qui a donné lieu à la fameuse plaisanterie de Brecht. Si un peuple a perdu la confiance du gouvernement, le gouvernement n'aurait qu'à dissoudre le peuple et en élire un autre. Bon, on peut aussi prendre une compréhension plus sérieuse de notre question, quel peuple, et comprendre que cette question sonne comme un avis de recherche. Gaël Brustier et Huilin ont publié en 2009 un ouvrage qu'ils ont baptisé « Recherche le peuple désespérément ». Donc, la question qu'on se pose, c'est quand est-ce qu'on a à rechercher quelque chose ? On est amené à rechercher une chose quand elle est portée disparue. Or, cette disparition peut prendre plusieurs formes. Notamment, je pense qu'il y a 3 options possibles. La première option, c'est que le peuple aurait disparu et qu'on devrait donc le chercher parce qu'il se serait évaporé dans la mondialisation, le néolibéralisme a eu raison de lui, donc le peuple est mort. Il conviendrait, dans ce cas, de convertir notre avis de recherche en avis de décès. Le problème, c'est que si c'est le constat qu'on pose, il faut tout cesser, cette conférence, le cycle de l'Observatoire de la modernité, enfin tout, parce que le peuple, c'est une réalité qui est héritée d'une histoire longue, c'est le fruit d'une langue, d'un destin commun, qui accouche d'une certaine culture, et c'est donc une réalité très incarnée, et Peggy explique que c'est quasiment un miracle. C'est un produit de l'histoire qui est de l'ordre du miracle, et donc si ce peuple, avec toute sa mystique, comme dit Peggy, son unité prépolitique, est une réussite unique, ça veut dire que s'il meurt un jour, on ne pourra pas le recréer de toutes pièces artificiellement par notre simple volonté ou par un appareil d'État. Donc on ne souffle pas sur les braises d'un peuple mort. Donc arrivé à ce point-là, il faut forcément espérer que le peuple n'est pas mort, et c'est l'espoir que nous faisons nôtre, ce qui nous permet donc de continuer notre propos et d'aller plus en avant dans notre quête du peuple. Donc une deuxième option, c'est que le peuple n'est pas forcément mort, mais il se serait en quelque sorte caché. Alors, c'est l'idée d'un peuple qui serait devenu invisible. Pourquoi invisible ? Parce qu'il ne serait plus là où on l'attend, mais il se serait réfugié, il serait en quelque sorte parti sur la pointe des pieds, sans laisser d'adresse, sans faire d'histoire, et se serait réfugié dans les fameuses zones périurbaines ou la France périphérique, dont parle notamment Christophe Guilluy, ou encore dans les zones rurales, qui deviennent de plus en plus des zones à forte densité ouvrière, donc dans cette Creuse, cette Ardèche, etc., qui sont des territoires au niveau de vie inférieur à la Seine-Saint-Denis, par exemple. Donc dans ce cas, l'urgence, c'est de redonner une visibilité à ce peuple-là. Même si, dans le cas de la France, le phénomène des Gilets jaunes a quand même beaucoup contribué à rebraquer les projectoires sur ce peuple-là, cette France-là. La troisième option, donc non pas simplement un peuple mort ou un peuple caché, mais un peuple qui ne serait tout simplement plus assez consistant ou assez construit, assez existant pour qu'on arrive à le saisir. Il aurait subi une sorte de dilution dans la société liquide, dans la mondialisation néolibérale, une forme de dissolution de toutes les collectivités et de peuples. Il s'est mué en une masse, un agrégat, une juxtaposition d'individus consommateurs et atomisés. Mais il peine à reformer un peuple avec ce que cette notion dit d'unité organique. Auquel cas, notre préoccupation, ça va être de lui redonner une consistance, une réalité, de le réétoffer, donc de trouver cette unité perdue. Et on va le voir, la solution à ces deux aspects, donc l'invisibilité et la dissolution du peuple, pourra passer par le fait de redonner au peuple une vraie capacité politique. Alors, pour ça,
je reviens un peu plus précisément sur l'état actuel du peuple dans nos sociétés. Et je pense qu'une des façons, puisque ce peuple est assez éclaté, il est assez difficile à saisir, et donc une des démarches que l'on peut faire pour le ressaisir, c'est de passer par la négative, de l'approcher par la négative, c'est-à-dire en comprenant ce qui n'est pas le peuple, à savoir ce que sont les élites, et en comprenant ce qui me semble être aujourd'hui l'ennemi du peuple, à savoir le néolibéralisme. Donc je fais une sorte de premier excursus sur cette question de l'élite pour mieux saisir par contraste où en est le peuple. La distinction entre le peuple et les élites est aujourd'hui en passe de devenir non plus une simple distinction, mais une fracture, et une fracture assez consommée. Le premier élément qui caractérise les élites aujourd'hui, c'est leur déconnexion radicale avec le reste du monde. On en avait parlé un peu l'année dernière avec Zygmunt Bauman, qui avait déjà expliqué que les élites mondiales, donc les pouvoirs, le monde des affaires et aussi nos élites politiques en un sens, se définissent avant tout par leur extraterritorialité. C'est-à-dire qu'elles sont littéralement hors sol. Et elles se sont arrachées méthodiquement à toutes les contraintes de la localité, donc qui consistent à payer des impôts, à s'insérer dans un tissu de relations sociales relativement ancré, à apprendre à dépendre d'un lieu. Et donc ces élites se sont désengagées de leurs responsabilités traditionnelles pour favoriser une plus grande mobilité de leurs capitaux, de leur réussite, d'eux-mêmes tout simplement. Et ce, sans se préoccuper des conséquences sur les territoires. Et donc, sur les territoires, à l'inverse, on a affaire à ce que des sociologues ont appelé les anywhere en anglais, les gens du coin, qui, eux, vivent leur enracinement dans un lieu comme une assignation à résidence, donc quelque chose de subi. Et ils se sentent tenus à l'écart des moyens de la mobilité. Donc, la caractéristique de nos élites contemporaines, c'est leur déconnexion d'avec la réalité quotidienne. Et de ça, à ça s'ajoute un rejet des limites, mais qui est quelque chose de totalement corrélé. Bauman parle donc de sécession des élites, et on le comprend parce que le simple fait de vivre à l'écart de la vie commune et de ses limites structurantes fausse la relation aux autres. À partir du moment où un individu jouit d'un pouvoir relativement étendu, il se retrouve par définition exempté des limites qui structurent la vie de tous les autres et la condition humaine ordinaire. Donc il peut dépenser sans compter, imposer ses caprices de star extravagants sans que ça pose problème à personne, s'affranchir des contraintes qui pèsent sur les autres. Un des derniers exemples en date de ça, j'ai vu la semaine dernière que Uber avait inventé pour New York, pour relier l'aéroport JFK et le centre de Manhattan, une option hélicoptère. Donc en plus de votre Uber X, Pool, etc., vous pouvez à Manhattan commander un hélicoptère. Donc forcément, qui évidemment coûte très cher, donc qui est réservé à certaines élites. Et on voit à quel point, par tous les moyens, ces élites arrivent à s'affranchir des contraintes qui tissent le quotidien de la plupart des gens. Donc ici, par exemple, intégrer un embouteillage dans son emploi du temps, choisir un taxi, se mêler à la foule, etc. Et faire l'expérience justement du sol. Donc en définitive, la rupture entre l'élite et le peuple est un face-à-face entre deux visions du monde, de façon d'appréhender le monde, mais c'est aussi un face-à-face entre une façon vraiment de vivre. C'est-à-dire que la rupture, elle est à la fois théorique, mais elle est aussi existentielle. Et ce, d'autant plus dans un monde où les inégalités de richesse croissent de façon exponentielle et totalement disproportionnée. Et ce qui est d'ailleurs en contradiction avec la pensée libérale elle-même, puisque un des pères du libéralisme, qui est Montesquieu, expliquait que parmi les conditions d'établissement de la démocratie, il y avait une limitation des inégalités, avec le critère suivant, qui est que les pauvres, si jamais il y a des pauvres dans une société, ils doivent en tout cas pouvoir gagner leur vie avec leur travail. Et s'il y a des plus riches dans une société, ils ne doivent pas être assez riches pour pouvoir s'abstenir de travailler. Donc on voit qu'on a de très loin dépassé cette double limitation. Donc la question qui se pose, c'est que on a l'impression d'avoir non plus un peuple avec des élites et le reste du monde, mais deux peuples différents, ou en tout cas deux parties irréconciliables. Et notamment un peuple qui est de plus en plus précarisé face à des élites de plus en plus hors sol. Donc comment on en est arrivé là ? C'est la question qu'on est obligé de poser. C'est une question compliquée, mais il semble que pour le coup, à cette question compliquée, on puisse apporter une réponse relativement simple, parce que tous les indices pointent le doigt dans la même direction, à savoir le coupable semble être tous les effets conjugués du néolibéralisme. Donc là, je fais rapidement un petit excursus sur cette question du néolibéralisme qui nous permet de comprendre l'état actuel de la société.
Ce néolibéralisme, il se déploie dans une société qu'on dit capitaliste, c'est-à-dire cette forme d'organisation historique de la société qui repose à la fois sur l'accumulation continuelle du capital et sur la séparation corrélative des producteurs et des moyens de production. Et ce système économique est en appui sur une vision du monde, une philosophie qu'on appelle la philosophie libérale, que Jean-Claude Michéa analyse ainsi. Il essaye de retracer les conditions de naissance du libéralisme, enfin son contexte de naissance, et il nous explique que le libéralisme est né à la suite des guerres de religion, dans l'urgence de rendre possible la coexistence pacifique entre des individus de sensibilités idéologiques différentes. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'on a des visions du bien et du bien objectif, notamment totalement irréconciliables. Donc on ne peut plus se mettre d'accord sur un bien commun qui a un contenu. Donc puisqu'on ne peut plus se mettre d'accord sur un contenu, il va falloir se mettre d'accord sur une structure, sur un cadre, une forme. Et donc le libéralisme repose sur deux postulats. Le premier, c'est que les hommes ne vivront en paix que si l'État est chargé de maintenir, chargé de maintenir le cadre institutionnel de la vie commune est axiologiquement, c'est-à-dire moralement neutre. Donc l'État ne doit être porteur d'aucune valeur, d'aucune norme. Il ne doit pas se prononcer sur le bien, le mal, le bon, l'injuste, etc. Et l'autre postulat, c'est que la liberté ne sera effective que si on remplace l'ancien gouvernement des hommes par une administration des choses. Donc toujours dans cette idée d'aller vers plus de neutralité, vers des mécanismes toujours plus impersonnels, plus anonymes. Et cette administration des choses, ce n'est pas un hasard. Dans cette perspective, si elle s'appuie sur un double acteur qui est le marché autorégulé avec sa main invisible d'une part et d'autre part le droit abstrait avec ses mécaniques, son mécanisme procédural. Et l'idée c'est quoi ? C'est que tout ça crée un système qui puisse, comme par miracle, convertir les calculs égoïstes des uns et des autres en des comportements qui contribueraient objectivement à l'intérêt de tous. Donc ce que résume la fameuse formule de Mandeville, vice privé, vertu publique. Tout ça avec en arrière-fond anthropologique et métaphysique une vision de l'individu qui n'est plus un animal politique, mais un individu atomisé, qui à l'état naturel ne serait pas un être relationnel et qui est un être doté immédiatement d'une liberté qu'il devrait préserver à tout prix. Alors ça, c'est la logique, disons, philosophique du libéralisme. Derrière, quelles ont été ces réalisations historiques ? On peut se demander pourquoi un système, s'il a tant de méfaits, a pu voir le jour et se développer comme ça sous les yeux de tous. En réalité, ce qu'explique Michéa, c'est que dans un premier temps, on a pu observer les bienfaits du libéralisme, mais ces bienfaits n'étaient possibles que parce qu'ils arrivaient dans des sociétés qui étaient déjà structurées et qui notamment étaient soutenues par des cadres moraux et culturels déjà en place. Et donc le libéralisme n'a vu ses bienfaits, notamment ses bienfaits émancipateurs, que parce qu'il s'appliquait dans des sociétés qui avaient de vrais murs porteurs culturels et moraux. Les exemples qu'on peut donner de valeurs en question, c'est celle de l'honneur dans les sociétés aristocratiques, la charité dans la vision du monde chrétienne, ou encore la solidarité qui est au fondement de la sociabilité prolétarienne, ou même dans les systèmes des corporations, du compagnonnage, etc. Et Michéa explique qu'en fait, les penseurs libéraux se ressemblent à cette colombe que décrit Kant dans la Critique, une colombe qui vole parce qu'elle est en appui sur la résistance de l'air et qui vit dans l'illusion que si on pouvait lui enlever cet air et qu'elle pouvait voler dans le vide absolu, elle s'en porterait mieux. Et Michéa explique qu'en fait, il en est pareil du néolibéralisme qui produit des bienfaits tant qu'il s'exerce dans des sociétés ayant encore des murs porteurs et des cadres, des structures, et qu'une fois qu'il a lui-même dissous ces structures-là, on n'a plus affaire quasiment qu'à ses méfaits, ce qui est le cas de la société actuelle. Et donc, parmi ces fameux murs porteurs ou ces remparts normatifs que le libéralisme a mis à mal, on peut en citer plusieurs, les divers collectifs, donc les associations, les corporations, les syndicats, les noyaux familiaux, etc. On peut donner l'exemple de la loi Le Chapelier qui a été peut-être dans un premier temps, qui en tout cas a pu faire baisser un certain niveau de contraintes communautaires hiérarchiques sur les individus, mais qui à terme a laissé les gens seuls face à la tyrannie du marché naissante. On peut penser, parmi les victimes du néolibéralisme, à certaines qualités humaines, certaines vertus, comme l'honneur, la joie, l'affection,
le respect d'autrui, la curiosité, le courage, etc., l'héroïsme, l'intégrité. Alors, ce sont évidemment des qualités qu'on retrouve dans nos sociétés actuelles, chez certaines personnes, mais c'est un ressort que vient fragiliser le libéralisme et auquel il s'attaque, parce que tout ça, c'est autant de choses qui sont dans une logique du don, et qui donc s'oppose à la logique marchande et à la logique contractuelle qui structure le néolibéralisme. Et cette logique marchande et juridique a évidemment intérêt à à créer une société où on n'a plus que des individus atomisés, seuls face à l'argent roi et l'argent régnant en maître. Donc le problème étant évidemment que toutes les sphères de la société sont touchées. Alors on pourrait croire qu'il reste encore des bastions qui n'ont pas été atteints par cette idéologie néolibérale. J'ai l'impression qu'il y en existe quand même de moins en moins. Le dernier exemple en date, c'est quelque chose sur lequel je suis tombée toujours la semaine dernière, à savoir l'existence de petits génies qui ont inventé un site, alors c'est peut-être aussi une application, qui s'appelle Book a Friend, donc réserver un ami. Et là, je cite leur site internet. Numéro 1 mondial de la location d'amis par affinité. Grâce à Book a Friend, vous pouvez louer un ami ou un groupe d'amis partout dans le monde et selon une multitude de critères. Physique, psychologique, géographique, compétences, hobby, profession, etc. Donc voilà, faites votre marché de vos amis, payez-les. Je crois que c'est autour de 20 € de l'heure. Donc, le constat ici, c'est que le néolibéralisme, c'est pas simplement un mode de production, c'est un mode de consommation, par exemple, qui établit par exemple le primat de l'objet jetable sur l'objet réparable. Et c'est vraiment une manière de vivre, nomade, éclaté, individualiste. Mais il structure véritablement tous les pans de la société. Et donc nous laissant cette société et tous ces pans-là soumises aux seuls impératifs abstraits de la croissance et de la compétitivité, c'est-à-dire de l'accumulation illimitée du capital. Dès lors, l'enjeu que l'on doit que l'on doit prendre en charge, c'est faire passer toute cette société atomisée qui constitue une majorité de refus, parce que l'avantage d'un ennemi aussi flagrant et qui fait autant de victimes, c'est qu'il finit par se rendre assez visible. Donc le peuple a assez bien identifié que son ennemi était justement ce système néolibéral-là. Et l'avantage, c'est qu'il peut donc fédérer assez largement contre lui. Donc pour l'instant, notre peuple qui est assez dissolu, qui manque d'unité, a au moins cet ennemi en commun, et il constitue aujourd'hui une majorité de refus de ce système-là. Donc l'enjeu, ça va être de passer d'une majorité de refus à un peuple véritable qui s'accorde sur le même effort à mener. Ou encore, une autre façon de le dire, c'est de passer de cette mosaïque sociale privée d'unité, donc une simple clientèle électorale en termes politiques, à un sujet historique véritablement agissant, c'est-à-dire un peuple avec son unité organique, un sujet capable de se mobiliser, de faire cause commune, de reconnaître sa propre dignité, ses intérêts, etc. Donc la question qui se pose à nous, c'est comment reconstruire cette unité. En d'autres termes, comment passer politiquement dans une phase active et non pas simplement réactive ou passive ou de pure paralysie devant la puissance et l'omnipotence écrasante du néolibéralisme. Alors, plusieurs pistes de réponse possibles. Dans tous les cas, si on se pose la question de l'action politique contre le néolibéralisme, on est obligé de poser la question: est-ce qu'on va mener plutôt une action réformiste ou une action révolutionnaire ? Alors ici, le réformisme, je le définis comme cette méthode qui consisterait à vouloir changer les choses de l'intérieur, doucement, par étapes. C'est toutes les tentatives de finance verte, de capitalisme moral. On se souvient de la phrase de Léon Blum qui disait « gérer loyalement le capitalisme à visage humain, etc. etc. » Je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où on a accumulé suffisamment de déceptions pour savoir que cet apprivoisement du capitalisme n'arrivera pas. En tout cas, je pense qu'il devient quasiment plus utopique de penser qu'on va réussir à le transformer de l'intérieur qu'à vouloir en sortir volontairement. Et j'en donne pour exemple la fin d'un film qui est sorti en 2015, je crois, qui s'appelle The Big Short. Donc c'est un film qui retrace le parcours de plusieurs acteurs de la finance de Wall Street avant le krach financier de 2008, avant la crise des subprimes. Et dans ce film, donc on voit évoluer ces différents personnages, on voit qui eux avaient prédit ce qui allait se passer, donc ils étaient très peu nombreux, ils ont soit essayé de prévenir, soit essayé de tirer leur épingle du jeu. Et
Et le crack arrive et le film montre les conséquences désastreuses, donc les 8 millions de chômeurs supplémentaires aux États-Unis, les 6 millions d'Américains qui perdent leur maison, etc. Donc toutes les conséquences sociales tragiques. Et le film s'arrête, la voix off reprend, en même temps que se lance quasiment le générique. Et donc, face à tout ce constat-là, la voix off explique que voilà, suite à tout ça, on a eu affaire à un fractionnement des grandes banques, suite à des décisions du Congrès, une réglementation des prêts immobiliers aux États-Unis, des centaines de dirigeants de banques, de fonds monétaires, enfin de fonds d'investissement, d'agences de notation qui ont dû rendre des comptes et certains qui sont passés par la case prison, l'instance de contrôle gouvernemental financière américaine, le SEC, qui aurait été réformée de l'intérieur, etc. Et là, la voix s'arrête et la voix off interrompt en disant « Non, vous inquiétez pas, je rigole ». Et en fait, elle explique que concrètement, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que les banques ont pris l'argent du contribuable, se sont relevées et ont tout fait pour ne pas modifier le système. Et quand on regarde ce film, et surtout quand on observe la réalité autour de nous, en fait, ça paraît surréaliste. C'est-à-dire que la réaction normale du téléspectateur, c'est de se dire « mais c'est pas possible, comment est-ce qu'on a pu ne rien changer à ce point-là ?» Donc, si face à une telle crise, on n'a rien changé, je pense que l'idée d'une réforme douce de l'intérieur est assez... vu l'impunité du système, ça me semble être une piste assez peu crédible. Dès lors, est-ce qu'il faut immédiatement brandir la révolution, l'idée d'une révolution ? Je ne pense pas. En tout cas, je pense qu'il va falloir en passer par une épreuve de force, mais pas sous celle de la lutte des classes, pas sous celle d'une minorité consciente et agissante qui embrasserait les masses, etc. Il va falloir en passer par une épreuve de force, mais qui doit mobiliser la société entière. Pour changer nos modes de production et nos façons de vivre, il faudra mobiliser extrêmement largement et donc prendre appui sur la société entière. Donc pour ça, pour cette transformation de la société, à quel genre de pistes on peut songer, sachant qu'on ne donne là qu'une simple matière à réflexion et qu'on ne peut pas pousser trop avant l'analyse. Mais l'idée, ce serait de s'appuyer sur des petites unités de production autant que possible, qui produisent des biens robustes, réparables, des réalités utiles, et non pas simplement en poursuivant le seul critère de la rentabilité, quelle que soit l'utilité sociale d'un bien. Et ce, dans quel cadre ? Peut-être, ou par exemple, dans le cadre du distributisme que défend un Chesterton, qui est une troisième voie qui refuse la prise d'otage entre la seule alternative entre capitalisme et socialisme d'État. Donc Chesterton recommanderait de redistribuer la propriété, pas la propriété, la petite propriété privée au sens où on l'entend, mais la propriété lucrative, donc la propriété des moyens de production, celle qui est employée pour reproduire la richesse, donc la terre, les outils, les machines, etc. Donc l'idée, ce serait de ne pas centraliser les moyens de production entre les mains de quelques-uns, qu'ils soient des bureaucrates dans le cadre du socialisme d'État ou des riches individus dans le cadre du capitalisme, mais de la répartir le plus possible entre la population. Et on pourrait imaginer notamment que les travailleurs d'une entreprise soient tous impliqués dans le capital, deviennent les petits actionnaires de leur entreprise. Ça pourrait d'ailleurs rejoindre l'idéal de cogestion que défend une Simone Weil, qui aurait l'avantage d'aplanir en partie la barrière très nette que pose notre monde du travail entre les fonctions d'exécution et les fonctions de production. Et tout ceci, à mon sens, en accord avec le principe de la destination universelle des biens, qui est un des grands principes structurants de la doctrine sociale de l'Église, et auquel est subordonnée la propriété privée, qui n'est pas tant pour la doctrine sociale de l'Église, cette propriété privée, un droit subjectif inaliénable. Cette propriété privée, c'est un choix pragmatique. C'est-à-dire que c'est un choix social qui est fait au nom du fait qu'il favorise la paix sociale et au nom du fait qu'il favorise la fluctuation des biens. Mais il reste subordonné à ce garde-fou incontournable qui est la destination universelle des biens. Et surtout, la doctrine sociale de l'Église rappelle que les moyens de production, donc là je les cite, ne sauraient être possédés contre le travail et ne peuvent être non plus possédés pour posséder. En outre, un autre rappel fondamental est que le travail est un droit fondamental de l'homme, justement, et que le chômage de masse est une calamité sociale. Ce sont leurs propres termes. Et donc, si vous voulez, une fois que vous faites ce constat-là, quoi qu'il en soit, l'incitation, c'est qu'il faut changer radicalement le système. Parce que si vous êtes dans un système qui est basé sur la croissance, une croissance qui va être de plus en plus limitée, et un système qui interdit le plein emploi, de toute façon, il y a quelque chose qui est fondamentalement dysfonctionnel. Et donc, il faut réinventer quelque chose et faire preuve d'une imagination politique, économique, mais on ne peut plus se contenter de l'existant. Donc,
Je pense aussi que ces réformes d'ordre plus économique doivent s'accompagner d'une réforme politique sur laquelle je vais passer assez rapidement. Mais l'idée, ce serait d'abriter nos structures démocratiques contre l'hubris du pouvoir, contre sa tentation à l'illimitation, à la confiscation. Ça peut passer par un retour aux sources de la démocratie telles que l'avaient inventé les Grecs. Donc soumettre certaines fonctions, par exemple, au tirage au sort, ou en tout cas un système mixte entre tirage au sort et élection ou désignation. Ça fait allusion aussi à une rotation indispensable des mêmes fonctions politiques, la nécessité pour les gouvernants de rendre compte de leur gestion au sortir de leur mandat, peut-être une non-éligibilité de certaines fonctions. Enfin, je pense qu'on peut inventer beaucoup de choses, mais il faudra également refonder notre cadre démocratique, je pense. Alors, en disant ça, je donne surtout des mesures politiques et économiques. Je précise simplement que je n'oublie pas la composante culturelle du peuple. On a défini le peuple notamment, enfin aussi en tout cas par son histoire, qui accouche de certaines mœurs, de pratiques culturelles, de rituels sociaux, etc. Alors, il faudrait, je pense, pour recréer l'unité du peuple, prendre des mesures plus proactives en termes culturels. Mais de toute façon, je pense que lutter contre le néolibéralisme et l'individualisme, c'est aussi redonner une chance à la culture de s'exprimer et redonner une chance au peuple de refaire parler sa composante culturelle qui, pour l'instant, est relativement mis en berne. Donc, ceci étant posé, puisque telles sont les solutions possibles, enfin les solutions, en tout cas les pistes de solutions possibles, la question maintenant c'est celle de l'impulsion et de la mise en mouvement. Qu'est-ce qui va faire qu'on va enfin pouvoir se décider tous collectivement à changer de mode de production, de mode de vie? Je pense qu'ici, il faut instaurer un lien, non pas simplement d'heureuse coïncidence, mais bien de nécessité entre la question du peuple et celle de l'urgence écologique. Alors, plusieurs arguments me semblent converger pour établir un double constat. Le premier, c'est que c'est que le peuple est le plus à même de mener la lutte écologique. Et le second constat, c'est que ce combat écologique, en retour, sera le plus à même de redonner au peuple dispersé son unité et sa consistance. J'ajoute qu'il y a une forme d'urgence corrélative. C'est-à-dire que si on ne gère pas mieux la rareté de nos ressources et ce qui est en train de se passer écologiquement, c'est la société entière qui pourrait se dissoudre. Et pour appuyer ça, je reprends le modèle de société qui est celui de Hobbes, qui n'est pas forcément celui qui nous convainc le plus, mais qui est en tout cas un de ceux sur lequel est fondée la société moderne. Hobbes explique que dans l'état de nature, qui est son modèle théorique, sa fiction pour penser la société, les hommes sont en proie à leurs désirs, ils poursuivent leurs désirs, c'est ce qui les met en mouvement, et ce désir est par nature illimité. Et donc plein d'hommes avec un désir illimité finissent par rentrer en compétition parce que les objets de désir sont, eux, illimités. Et c'est cette compétition sur les objets de désir qui crée la guerre de tous contre tous et qui va inciter les hommes à entrer aux sociétés et à passer ce fameux contrat social qui instaure l'état de droit, qui arrache une partie de leur liberté aux hommes, mais pour leur rendre une liberté qui est une liberté civile. Donc la base du contrat social, pour Hobbes, c'est la rareté des ressources. Et avec la crise écologique, cette même rareté des ressources qui peut mener en fait à des guerres civiles, ce qui n'est pas forcément une fiction, enfin une projection totalement fictionnelle à moyen terme, on fera qu'on sera dans une situation où ce qui justifiait la société, à savoir sauvegarder sa vie parce qu'on est dans le cadre d'une paix sociale et non plus d'une guerre de tous contre tous, n'existera plus. Donc on va cumuler potentiellement les méfaits de l'état de nature, cette guerre pour la rareté des ressources, et les méfaits de la société, c'est-à-dire des contraintes qui s'appliquent à nous sans que la société ne nous donne ce qu'elle a à nous donner, à savoir la paix sociale. Donc je pense que l'enjeu, c'est vraiment cette continuation de l'existence même de la société. Et François Ruffin, qui en ce moment, qui a publié dernièrement un livre, le député François Ruffin, je pense, dit exactement la même chose quand il donne l'alerte en expliquant que si on ne règle pas urgemment à la fois la question sociale et la question écologique, la France risque de devenir Gotham City. Donc, ce peuple, comme étant celui qui va mener l'action qui va lui permettre de ressaisir son unité, et notamment la question et ses capacités d'action,
L'avantage de l'écologie, et ce pourquoi je fais ce lien, c'est que je pense que l'unité du peuple peut se refaire autour d'un récit fédérateur qui esquissera les traits d'un futur souhaitable. Beaucoup des grands récits qui structuraient les sociétés sont morts, que ce soit celui du marxisme, celui du consumérisme. Et les mutations écologiques peuvent nous offrir l'occasion peut-être de reconstruire un récit qui nous enjoint tout simplement de sauver nos conditions de vie, à condition bien sûr de ne pas le transformer en idéologie ou en concept abstrait et en l'arrimant toujours à la réalité quotidienne, mais je pense qu'il pourrait donner cette espèce d'élan au peuple et qui lui permettrait de renouer avec sa capacité d'action. Pourquoi cet éloge de l'action ? Parce que l'action a la capacité de créer son propre agent, c'est-à-dire de transformer ceux qui passent à l'action. Les insurrectionnistes du Comité Invisible avaient vu ça. Ils écrivaient en 2014 « Si l'on dit que le peuple est dans la rue, ce n'est pas un peuple qui aurait existé préalablement, c'est au contraire celui qui préalablement manquait. Ce n'est pas le peuple qui produit le soulèvement, c'est le soulèvement qui produit son peuple en suscitant l'expérience et l'intelligence commune, le tissu humain et le langage de la vie réelle qui avait disparu. » Donc, vous voyez ce pari que le mouvement engendre des effets qui transforment ses propres acteurs. Donc ici, un peuple qui se soulève pas forcément de façon insurrectionnelle, mais qui décide de changer de façon de vivre, peut se recréer lui-même et se redonner une unité, à condition, bien sûr, que cette projection du futur soit conditionnée à un ressaisissement de son passé, de son histoire, de ses fondations, etc. Oui, je passe rapidement parce que je sens que le temps passe. J'en arrive donc un peu plus rapidement à cette deuxième partie qui est consacrée à la capacité d'action du peuple, qui sera celle qui sera même de l'aider à se ressaisir, en expliquant que les mesures à mener seront des mesures qui seront forcément politico-écologiques. Ici, écologie pris dans un sens qui est totalement réinventé, réinvesti, puisque le triste spectacle que nous donne l'écologie politique aujourd'hui n'est pas très convaincante, ni en termes d'efficacité, ni en termes d'idéal proposé. Donc la question qui nous vient à l'esprit, c'est quels acteurs et quelles actions selon quelles échelles d'action ? Alors, les échelles d'action possibles, ce sont les échelles internationales ou éventuellement supranationales, selon le principe qui dit à problème global, résolution globale. On a également l'échelle étatique, puisqu'après tout, les États restent les grands décideurs des temps, du moins quand ce ne sont pas les GAFAM et les autres, ou encore la question du local, qui apparaît comme le lieu de l'action par excellence, puisque c'est le niveau sur lequel on a l'impression d'avoir une emprise. Donc c'est celui qui pourrait être peut-être le niveau du peuple, sachant que dans tous les cas, il faudra toujours articuler ces différents niveaux au principe de subsidiarité, qui consiste à dire que tout ce qui peut être confié à un échelon inférieur doit l'être, et que ce n'est pas à l'échelon supérieur de prendre en charge la chose en question. Alors, pour essayer de comprendre l'articulation de tous ces niveaux, je vais m'appuyer sur la pensée du fameux Bruno Latour, qui remet en vigueur, ou plutôt qui réinvestit et réhabilite la notion de territoire. Pour ça, il explique que nous entrons dans un nouveau régime climatique. L'ancien régime climatique, c'est celui qui pensait que les ressources naturelles étaient inépuisables et qui a bâti la modernité sur ce postulat-là, qui est aujourd'hui, on le sait, un postulat faux. Donc le nouveau régime climatique, c'est celui qui est fondé sur le fait que le monde n'est pas composé d'une part d'une nature inerte, immobile, à l'histoire géologique vieille de plusieurs milliards d'années, et d'autre part d'une culture qui serait l'apanage et la caractéristique de l'humanité, qui elle est apparue il y a quelques millénaires. Donc le nouveau régime climatique postule que nous vivons dans un monde fait voler en éclats cette rupture, cette dichotomie nature-culture, et explique que nous vivons dans un monde où la nature elle-même est composée d'une infinité d'instances dotées de puissance d'agir, d'agency en anglais, c'est-à-dire que les végétaux, les insectes, les éléments, les bactéries, enfin tout ce qui constitue le monde dans lequel nous sommes jetés, ne sont pas inertes, mais qu'elles ont elles-mêmes une forme de puissance d'agir, c'est-à-dire qu'elles tentent d'influer sur l'environnement et de survivre également. Donc l'idée, ce n'est pas de les suranimer, de leur donner une intentionnalité ou d'en faire des sortes de sous-hommes, mais il ne s'agit pas non plus de les désanimer totalement. Et donc ce nouveau régime climatique, c'est celui qui sait que nous sommes dans un environnement qui réagit à nos actions. Et donc toute vision politique et philosophique doit tenir compte de ce fait central, massif, que l'on ne peut plus ignorer, à savoir la Terre réagit à nos actions. Nous sommes dans une forme de géohistoire, c'est-à-dire d'hybridation entre la géologie et l'histoire humaine.
Alors, Bruno Latour, pour expliquer comment investir ce nouveau régime climatique, donne une métaphore qui est la métaphore de l'avion, qui consiste à dire que l'humanité serait embarquée dans un avion et le pilote fait une annonce aux passagers. Il explique que nous n'avons plus de lieu pour atterrir. C'est-à-dire qu'on s'acheminait vers un lieu qui était le global. L'humanité mondialisée marchait vers le global. Et ce lieu n'existe plus. Pourquoi ? Parce que le global, c'est cette échelle où on a pu penser qu'on avait ces ressources illimitées. On sait que les ressources ne sont plus illimitées, donc on ne peut plus vraiment viser le global. Donc là, on a plusieurs solutions. La question qui se pose à nous, c'est où atterrir, d'où le titre de son dernier ouvrage. Et on a plusieurs solutions. La première solution, ce serait un retour au local. Le local, c'est ce lieu enraciné, mais que Bruno Latour met sous le signe de l'exaltation d'une identité parfois fantasmée et sous le signe d'une possession vue comme exclusive du sol. C'était aussi le point de départ initial de l'humanité. Donc il pense que ce n'est pas la bonne échelle ou la bonne polarité. Donc le global n'est plus vraiment possible, le local ne lui semble pas être la bonne solution. Donc là, on a le choix entre deux nouvelles choses. La troisième option, ce serait le hors-sol. Alors le hors-sol, c'est l'option de l'Amérique de Trump. C'est-à-dire qu'ils ne nient pas vraiment la réalité du changement climatique, mais ils n'ont pas l'intention d'en supporter les conséquences. Donc c'est comme si on avait une équation à plusieurs variables, où le résultat change, à savoir l'environnement. L'un des paramètres est figé, le mode de vie américain, c'est la phrase de Bush, « Our way of life is not negotiable ». Donc l'environnement change, d'accord, le résultat change. Une des variables reste fixe, le mode de vie américain. Ça veut dire que le poids de ce changement sera supporté par les autres variables, en l'occurrence vous et moi, le reste du monde. Donc l'Amérique de Trump décide de se mettre littéralement offshore, qui est un procédé bien connu des établissements financiers qui se soustraient au sol, donc c'est l'histoire des sièges sociaux délocalisés, etc., et à la loi en ne payant pas d'impôts. Sauf qu'ici, le sol auquel ils essayent d'échapper, ce n'est plus un pays en particulier, c'est la terre elle-même. Donc on leur souhaite bon courage, mais surtout bon courage à nous, puisque dans ce choix-là, c'est nous qui en pâtirions avec eux. Donc, face à ce hors-sol, quelle polarité nous reste-t-il ? Si ce n'est ni le local, ni le global, ni le hors-sol, c'est ce que Bruno Latour appelle le terrestre, donc qui est ce quatrième terme. Le terrestre qui définit donc une sorte de retour sur le sol réel, le plancher des vaches. Et c'est une polarité dans laquelle on considère que la Terre est vraiment un acteur politique. Donc on a affaire à une politique qui devient une géopolitique, donc qui considère la Terre en tant qu'agent et qui essaye de la prendre en compte. Alors, pour comprendre quelle action politique est possible sur cet endroit du terrestre, Bruno Latour donne la notion de territoire. Pour Bruno Latour, le territoire, c'est le terrain de vie, c'est-à-dire le lieu de subsistance. Ce n'est pas une délimitation administrative, c'est ce qui nous permet de subsister, ce qu'on arrive à se représenter et ce qu'on est prêt à défendre. Donc c'est pas le lieu borné de jadis qu'on pouvait surveiller du regard, c'est cet ensemble des êtres, humains ou non humains, dont on dépend pour subsister et qu'il faut arriver à ressaisir. Pourquoi ? Parce que pour lui, le problème de notre appréhension politique actuelle, c'est qu'on est en permanence dans l'abstrait. Alors que si on en revient à la notion de territoire, on essaye de les redécrire, et en essayant de redécrire des territoires, on se redonne une forme de concrétude au monde. Et il n'y a d'action politique possible que dans un monde concret, c'est-à-dire un monde qu'on est capable de décrire, dont on connaît les paramètres et qu'on sait approprier. Si vous voulez définir un bien commun, vos intérêts, etc., il faut savoir dans quel monde s'enracine tout cet ensemble-là. Donc je passe rapidement sur la façon dont Bruno Latour pense qu'on peut décrire nos territoires. Il revient à la question des cahiers de doléances. Je n'ai pas le temps de m'y attarder, mais on pourra éventuellement en parler pendant les questions. Il me reste simplement à parler de l'État-nation, puisque c'est un échelon dans cette question de la capacité d'action retrouvée du peuple. Il me semble que c'est un échelon totalement incontournable et qu'aujourd'hui, renvoyer au peuple, c'est aussi renvoyer à l'État, même si pour l'instant, on a l'impression qu'il est toujours en retard d'une étape sur la question écologique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a de peuple que par rapport à un bien commun, et le bien commun, aujourd'hui, existe surtout à l'échelle de l'État-nation, qui est le lieu de la politique encore par excellence, c'est-à-dire le seul où peut-être on peut réaliser le bien commun sous une
forme réaliste et non pas simplement idéologique, projetée ou fantasmée. Et en outre, en faisant ça, on s'appuie sur un attachement à l'État-nation qui est extrêmement partagé dans le monde, qui est un fait social massif qu'on ne peut que constater. Donc on peut s'en réjouir ou le déplorer, mais il est constatable. Dans son nouveau livre « Slow Democracy », David Jaiz donne un sondage où il explique que 90% des sondés dans 60 pays différents du monde se disent attachés à l'idée nationale. Et ce qui l'étonnait encore plus, c'est qu'ils se disaient plus attachés à l'identité nationale qu'à leur identité locale. Et ce, même dans des pays fédéralistes comme l'Inde. Donc je pense que c'est une composante avec laquelle il faut jouer quoi qu'il en soit. En outre, l'État est le seul capable d'assurer la redistribution sociale, la solidarité interterritoriale et donc la justice à l'échelle d'un même territoire et une forme de planification économique. Donc David Jaiz explique qu'on pourrait passer par un New Deal territorial qui fait qu'on n'abandonne pas les territoires, on ne leur enlève pas une capacité d'action, on leur laisse ce qui est à leur portée, à savoir rendre vivant le territoire. Il donne 5 exemples concrets: la distribution de l'eau, la production et la distribution de certains aliments frais, l'amélioration des logements, le traitement des déchets et une partie de la production d'énergie. Donc tout ça coordonné par un État-nation qui en fait, est la meilleure protection et le meilleur rempart face aux méfaits de la mondialisation, puisque c'est le seul qui est capable d'arracher à l'emprise du marché planétaire un certain nombre de compromis sociaux fondamentaux, comme la vitalité des institutions démocratiques, le souci de la santé humaine et de la solidarité sociale, le soin porté au terroir et évidemment la fameuse protection de l'environnement. Je passe rapidement sur la question du supranational, qui, à mon avis, qu'on pourrait résumer en tout cas comme étant un échelon qui aujourd'hui doit faire ses preuves, parce que écologiquement c'est pas encore ça, et en termes d'espace politique réel et vivant, c'est pas ça non plus. J'ai malheureusement pas le temps de développer. Je conclus simplement en disant qu'il y a donc une urgence de l'action. Parce que soit on va être mis devant le fait accompli de Gaïa, c'est-à-dire une terre qui se révolte sous nos pieds, et donc devant le fait accompli de crises qui sont rendues inéluctables, de crises économiques rendues inéluctables par l'indécente et ubuesque montée des inégalités, ou bien, et ce à cause de l'absurdité du monde financier actuel, ou bien des crises écologiques, mais tout ça aura un coût humain qui risque d'être très élevé. Donc soit on travaille pour composer avec tout ça et essayer d'anticiper un peu, soit on sera mis devant ce fait accompli. J'ajoute une dernière chose, très rapidement, à savoir, est-ce que en appelant à toutes ces solutions et à ces problèmes, on n'idéalise pas le peuple? C'est une objection qu'on pourrait faire. J'y répondrai en disant que d'une part, ce serait rendre justice au peuple en créant un mouvement de balancier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il est tellement décrié ou tout simplement méprisé ou ignoré que le mettre en avant ne ferait pas de mal. L'autre chose, c'est que si on dit que la politique, ce n'est pas l'affaire de savoir ou de savants, si on ne vit pas dans la mythologie du philosophe roi, dans ce cas-là, la politique n'est pas une histoire de savoir, mais une affaire de discernement dans un monde qui est contingent. Donc il n'y a pas de vérité définitive. Et la vertu politique par excellence, dans ce cas-là, nous explique Aristote, c'est la vertu de prudence, qui est une vertu de discernement, qui nous aide à choisir le juste milieu et la sage solution en fonction des circonstances. Or, on peut faire le présupposé avec Aristote que cette prudence qui s'appuie sur notre rationalité est également partagée parmi les hommes et que les lucidités s'additionnent. Donc le peuple n'est peut-être pas aussi compétent que ses élites, mais il est aussi prudent qu'elles et donc aussi capable de décisions politiques. Et la dernière chose que j'ajoute, c'est que le problème du monde actuel, c'est notamment qu'on a tellement mis en valeur l'individu producteur et consommateur, autrement dit, on a tellement mis en avant la sphère du travail qu'on a oublié la sphère politique, ou en tout cas on l'a reléguée au second rang. Et en substituant, enfin, on a ainsi assisté plutôt à une inversion des hiérarchies. Et je pense que, avec Aristote toujours, que l'édifice politique repose sur une vision finalisée qui est que le bien commun est la finalité architectonique, et c'est à cette finalité-là qu'on doit subordonner et ordonner toutes les autres finalités, dont la finalité économique. Voilà. Merci Elisabeth. C'est un exposé dense et je crois qu'on peut saluer l'effort de synthèse considérable que le cadre imparti
a imposé à Elisabeth Geffroy et qui a su, bon an, mal an, s'y contraindre. Alors, justement, première question, ce qui me permet aussi de revenir à un propos que tu as résumé par contrainte. Quid de ces cahiers de doléances de Bruno Latour ? Alors, Bruno Latour revient sur la situation de la France de 1789. Il explique que... alors, il sépare l'épisode des cahiers de doléances de l'épisode révolutionnaire. Pour lui, c'est deux choses distinctes. Et en fait, pourquoi les cahiers de doléances ? Parce que Louis XVI s'est trouvé face à une situation qui lui semblait tellement insaisissable qu'il s'est tourné vers le peuple. Et la lettre de Louis XVI aux Français montre l'incertitude qu'il accepte d'exposer au peuple, et donc il associe le peuple en disant « Écoutez, voilà, faites-moi remonter vos doléances, redécrivez-moi vos territoires, quelles sont vos conditions de vie, quelles sont les injustices que vous rencontrez, quelles sont les personnes contre lesquelles vous avez des griefs, etc. Et en fonction de ça, faites remonter des propositions. » Et pour Bruno Latour, ça a été un moment de constitution politique du peuple français, un moment de cimentation très forte. Et il pense qu'il faudrait aujourd'hui en repasser par là. Donc refaire nos cahiers de doléances aujourd'hui, c'est redécrire nos territoires. C'est-à-dire notamment comprendre de quoi on dépend. Est-ce qu'on dépend de l'eau, d'Internet, enfin essayer de faire une chaîne, de rétablir la chaîne causale, logique de toutes les choses dont on dépend aujourd'hui pour mieux comprendre sur quel sol on est appuyé. Et pour lui, il y aurait un avantage politique qui est de reconstituer un espace public. C'est-à-dire qu'un des problèmes aujourd'hui, c'est que l'espace public, l'espace politique au sens noble, aristotélicien est mort. Enfin, en tout cas, on peine à le faire exister. Les réseaux sociaux et les médias ne nous aident pas à le faire exister. Ils ont, à mon avis, contribué à mettre un dernier clou dans le cercueil. Et face à ça, il faut recréer la parole publique. La parole publique, c'est pas un tweet derrière un ordinateur, c'est pas des échanges sur des plateaux télévisés. C'est une parole, donc quelqu'un qui s'exprime en première personne, qui donne une proposition ou un constat, une analyse, et qui s'attend à ce qu'il y ait une personne en face qui lui fasse un retour, qui rentre. Donc en fait, ça revient à recréer un tissu de controverse. Et c'est en livrant une parole à autrui, en espérant que cette parole va se confronter à la vie de quelqu'un, que la vie de quelqu'un va compléter ou objecter ce que vous avez dit, et qu'ainsi on va pouvoir reconstruire une vision du monde un peu plus commune et enrichie. Donc pour lui, c'est par ce genre de phénomène-là, de généalogie, qu'on va pouvoir peu à peu retisser un espace public. Alors il sait que ça va être compliqué, parce que d'une part, on est tellement habitué à l'abstraction qu'on a beaucoup de mal à revenir au concret et à redécrire nos territoires. D'autre part, il sait très bien que l'espace public, avant, était porté par l'ensemble du tissu social et de toutes les communautés intermédiaires qui faisaient la société française, et qu'aujourd'hui, tout ceci étant assez atomisé, l'espace public doit assurer sa propre portance en quelque sorte. Et voilà autant de questions qui continueront à être traitées tout au long de notre cycle, avec notamment la séance consacrée au devenir des classes populaires, celle consacrée à l'Europe et justement ce cadre supranational qu'elle peut être, dont on verra à la fois les perspectives et les limites. Et nous voyons aussi que tout le travail qui a été fait en amont sur la société liquide est largement réutilisable sur cette question de l'articulation entre le peuple et la question écologique, la question climatique en particulier. Alors voilà, un grand merci à tous ceux qui sont venus très nombreux ce soir. Un grand merci aussi à tous les téléspectateurs de KTO qui nous suivent fidèlement. Rendez-vous dans très peu de temps, le mois prochain pourrait-on dire, mais en réalité ce mois prochain c'est la semaine prochaine, pour une séance sur ces classes populaires, justement avec le politologue Stéphane Rosès et le père Drouin qui a beaucoup travaillé du côté pastoral sur ces questions populaires. Il s'agira à la fois d'évaluer la vivacité culturelle, la vivacité politique de ces classes populaires et de savoir si elles sont toujours un outil qui fonctionne pour décrire le contexte économique et politique actuel. Voilà, un grand merci à Elisabeth Geffroy et à très bientôt.